Alors bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle entrevue avec Sabrina Debusca, qui est une journaliste indépendante et notamment spécialisée dans la santé des femmes. Donc elle a écrit des nombreux articles, elle a un blog qui s'appelle ça-se-serait.fr qui est absolument riche, complet et vraiment très bien documenté. Et surtout, c'est l'auteur du livre J'arrête la pilule, que je vous présente ici. Qui est un livre qu'elle a écrit tu l'as écrit en 2017 et qui recense énormément d'informations, notamment sur dans quelles conditions la pilule a été créée, pourquoi aujourd'hui les femmes arrêtent la pilule et qui s'appuie notamment sur une très grosse enquête que tu as menée avec plus de 3000 femmes, je crois 3600 femmes sur le sujet et qui permet vraiment d'avoir énormément de recul. Enfin bref, c'est un bouquin qui est absolument passionnant et on va en parler maintenant. Donc, bonjour Sabrina. Bonjour à toutes. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu de manière générale à la communauté pour celles qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, donc comme tu l'as dit, je suis journaliste indépendante, c'est mon activité principale, spécialiste de la santé, surtout de la santé des femmes. J'ai toujours fait des articles autour de ça. J'ai par exemple fait en 2014 en presse écrite le premier dossier de 10 pages qui dénonçait les violences gynécologiques dont on parlait pas du tout à l'époque. J'avais aussi fait le premier article qui expliquait comment fonctionne le flux instinctif, donc le fait de ne pas avoir de protection quand on a ces règles. Et du coup, ce projet de livre, il est né, il a commencé doucement à fermenter dès 2014 dans mon esprit. Quand sur mon blog ça-se-serait.fr, j'ai commencé à parler de mon arrêt de la pilule et que j'ai vu que ça avait libéré un flot de paroles. Et du coup, donc voilà, j'ai effectivement mon blog à côté, qui est un blog qui a 6 ans maintenant, qui est même un site internet, parce que c'est vrai que c'est pas les confessions de Sabrina Debusca, c'est des conseils santé, pratico-pratiques, très du quotidien pour être au naturel, décroissant, et puis aussi s'occuper de sa santé psy, c'est-à-dire c'est le site des grandes questions et des petites astuces. C'est un site où il y a vraiment de tout. Ça peut être un article sur le bicarbonate de soude en déodorant et à côté une réflexion sur le féminisme et la prostitution et enfin voilà, c'est un blog un peu éclectique et assez particulier. Et après, je suis aussi animatrice à Radio France. Donc, je travaille pour le réseau des radios France Bleu, qui sont des radios locales. Je travaille depuis plus de 6 ans pour eux. Et puis, je fais également des interventions de temps à autre à France Inter ou autre. Donc, voilà, j'ai plusieurs casquettes. Waouh, bravo en tout cas. C'est vrai qu'en fait, tu as l'initiative de beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent sembler un peu plus ou moins connues, ou du moins qui commencent à être connues, notamment le flux libre instinctif. Là, on commence à entendre parler un peu, mais il y a quelques années, c'était vraiment inconnu au bataillon, quoi. Donc, c'est vraiment super de vulgariser toutes ces connaissances et puis d'oser écrire là-dessus. Alors. On a une petite trame avec des petites questions, mais c'est vrai que quand on s'entend parler, ça me donne envie de te poser d'autres questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu milites autant pour la cause de la femme? C'est une histoire personnelle, une histoire personnelle où quand on va des fois jusqu'à un certain point dans sa vie, on s'aperçoit de l'intérêt du féminisme en fait. C'est une histoire personnelle que je vais pas forcément raconter aujourd'hui, mais des choses qu'on vit dans la vie qui peuvent parfois être très dures en tant que femme et qui génèrent un jour un ras-le-bol, une impulsion, ou en tout cas un intérêt à se poser la question et sur soi et sur la société, mais pourquoi moi j'accepte ces violences, pourquoi ces violences existent, pourquoi je vois que ces violences elles s'exercent sur mes sœurs, sur les femmes et pas sur les hommes. Et du coup, on se met à réfléchir à ça et puis du coup tout est imbriqué. Effectivement, tout journaliste, tout auteur ne pourra jamais dire que son travail est détaché de sa vie privée. C'est absolument faux. Enfin, je veux dire, moi je le fais parce que je vois effectivement qu'il y a un besoin des femmes, une demande à s'émanciper, à aller mieux, et ça passe notamment à travers des pratiques qui touchent à la santé, à tout ce qui est propre à nous femmes, donc les règles, la contraception, la grossesse. Et quand on s'intéresse à ça en tant que journaliste et qu'on réalise qu'il y a une espèce de mainmise patriarcale, médicale sur tout ça,
on s'y intéresse et on se dit, ah tiens, à chaque fois c'est marrant, on retrouve toujours le droit des femmes derrière et voilà, c'est tout ce qui fait le lien avec tout ce que je fais. D'accord, ok. C'est vrai que chaque sujet paraît peut-être anodin, mais en fait, quand on creuse toujours un peu plus loin, on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ce que ça n'y paraît, quoi. Du coup, maintenant, on va parler donc du sujet de ton livre, J'arrête la pilule. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton histoire personnelle avec la contraception? Parce que c'est toujours intéressant de voir un peu le parcours de chaque femme personnelle. Avec ça, on a toutes un peu des histoires différentes. Donc, est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton histoire avec la contraception? Alors moi j'ai un parcours assez vraiment classique, assez stéréotypé. J'ai été 10 ans sous pilule 4e génération. Jasmine pour ne pas la citer, donc avec de la drospirénone. Voilà, donc de 17 à 27 ans. J'ai arrêté la pilule parce que ça faisait un moment que ça me travaillait. J'aimais pas ce côté de prendre un produit chimique, mais surtout j'avais des symptômes d'une préembolie pulmonaire, donc je pèse même pas 50 kilos et je m'essoufflais énormément en montant 3 marches, ce qui n'était pas du tout normal. Et ma pilule fait partie de ces pilules qui peuvent causer des embolies pulmonaires plus facilement que d'autres. Donc au bout d'un moment quand même je l'ai arrêté. Je suis passée 2 ans au stérilet cuivre que malheureusement je n'ai pas supporté, que j'ai adoré au début. La pause n'a pas été si douloureuse, j'ai apprécié cette liberté de retrouver mon cycle, mes hormones, même si j'ai eu de l'acné pendant 2 ans. Et je l'ai arrêté parce qu'en fait j'avais en permanence le ventre d'une femme enceinte de 3 mois, c'est-à-dire j'étais en inflammation permanente du bas-ventre et c'était vraiment pas agréable, que ce soit pour le sport, pour les rapports. J'avais des règles hémorragiques comme beaucoup de filles sous des IU cuivre. Donc j'ai dit bon, c'est bon. Même mon compagnon, à force de me voir souffrir, m'a dit bon, allez, c'est bon, maintenant tu peux, enfin, arrête quoi. C'est vrai que c'était beaucoup trop de souffrance pour ça. Et du coup, retour au préservatif, comme pour beaucoup de couples, hein, c'est souvent la chose sur laquelle on retombe. Moi, ça fait 9 ans que je suis en couple, donc c'est pas très agréable ni pour lui ni pour moi. Et c'est là que j'ai rencontré la symptothermie. J'ai couplé en fait la symptothermie avec le préservatif et le diaphragme, dans le but du coup de ne pas avoir à utiliser le préservatif et le diaphragme quand je ne suis pas fertile et quand j'ai pas besoin de les utiliser. C'était vraiment une question de confort. Et du coup en fait c'est vraiment en fait à force de ressentir des souffrances. Tu vois, vraiment 10 ans de pilule, j'en suis arrivée à un stade quand même assez loin au niveau physique. Et d'ailleurs, j'avais perdu ma libido, mais ça, je m'en suis aperçue qu'après. C'est comme ça que ça se passe. Ça, comme beaucoup de femmes. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vraiment à cause de toutes ces souffrances que j'ai décidé, en fait, un jour de dire stop. Parce que tu vois, ce côté féministe que j'avais qui grandissait, dont on a parlé tout à l'heure, il me murmurait un petit peu à l'oreille, mais pourquoi tu souffres pour ta contraception? Pourquoi tu reviens pas à autre chose? Et puis c'est comme ça, c'est pas forcément facile, mais ça sera comme ça. Et c'est là en fait que je me suis heurtée aussi aux difficultés qu'on a en tant que femme quand on a ce parcours-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on n'accepte plus une contraception médicalisée, que ce soit la pilule, le DIU cuivre, etc., eh ben il y a des difficultés, il y a des jugements du corps médical en premier, des jugements de la part parfois des proches ou autres qui s'inquiètent, etc. En fait, tout le monde se croit à un droit de nous juger alors que nous on peut juste plus souffrir. C'est ça, ouais. Et du coup voilà, je me suis rendu compte que la contraception c'était vraiment un poids que portait la femme. C'était un sujet sur lequel souvent elle est toute seule. Enfin, les préservatifs ou autres, on est souvent beaucoup de femmes à chercher de nous-mêmes les préservatifs les plus fins, qui gênent pas nos compagnons, etc. On est vraiment, même quand c'est sur des contraceptions masculines, on prend un peu sur notre dos, sur nos épaules. Et pourtant, moi, j'ai un compagnon tout à fait féministe et agréable à vivre, donc j'ose pas imaginer ce que c'est dans certains autres cas. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'en fait, j'ai commencé à parler de tout ça sur mon blog. J'ai vu que ça avait libéré une parole. C'est vrai que tout ça, il y a eu un flot en fait de commentaires, de questions. Et comme j'étais journaliste indépendante et que j'ai vu tous ces commentaires et que j'ai vu que moi je croyais que j'étais un cas unique en fait. Je pensais qu'on était une minorité. Et en fait, à force de voir tout ça, je me suis dit quand même ça mériterait, même si on n'est que 10% à qui ça arrive, d'en faire une enquête poussée pour voir ce qu'il en est. C'est-à-dire, alors, c'est quoi les risques pour notre santé quand on prend des hormones? Est-ce que c'est vrai qu'on féminise les poissons? Ça, c'était des questions qu'on me posait. Est-ce que je fais un sevrage ou pas pour éviter l'acné? Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout j'arrête la pilule malgré le titre. C'est pas du tout la petite histoire de Sabrina de Busca, son petit témoignage. Comme tu as lu le livre, il y a 10 lignes où je parle de moi peut-être. C'est ça. En tout. C'est vraiment une enquête, quoi. C'est un travail derrière beaucoup plus objectif, en fait.
Non, je le rappelle, c'est vrai, parce que le titre, des fois, prêtait à confusion. Il y a des gens qui ont cru que c'était un témoignage. J'ai entendu parler de témoignages assez soft. Non, donc moi, je suis journaliste d'investigation, spécialiste de la santé des femmes, et c'est 1 an et demi d'enquête. 1 an et demi avec à lire toutes les études sur les hormones, sur la pilule, à écouter l'opinion des femmes, comme tu l'as dit. Personne n'avait jamais pensé en 60 ans de pilule, nulle part dans le monde, à demander aux femmes quel était leur vécu vis-à-vis de la pilule. Donc j'ai lancé ce sondage c'était en janvier du coup de 2017, qui a recueilli 3600 réponses avec des femmes de 13 à plus de 50 ans qui sont francophones et qui m'ont répondu plein de choses sur la façon dont elles vivaient la pilule. Et là, effectivement, c'était assez troublant. Alors, ça n'a pas valeur d'une enquête scientifique, mais c'était très intéressant. Et ce qui revenait le plus, c'était la baisse de libido sous pilule et le désarroi face au monde médical quand on cherche, quand on ne veut plus d'hormones, peu importe la raison. Exactement. Et en plus, comme tu l'as souligné pour toi, souvent le problème de libido, on s'en rend compte quand on arrête parce qu'on se connaît. Il y a beaucoup de femmes qui se connaissent pas sans la pilule. Tellement elles apprennent tôt. Elles pensent qu'elles sont comme ça de nature, ou on se croit frigide, on en parle avec nos copines, on se rend compte qu'on est tout un peu pareil, mais pourtant on n'irait même pas désigner la pilule, quoi, parce que c'est tellement ancré, c'est tellement normal entre guillemets de prendre la pilule et que presque un bonbon, hein, tu vois, c'est le truc qu'on prend de manière presque inconsciente au moment où on se brosse les dents, qu'on n'irait jamais se dire que nos problèmes avec notre copain ou nos problèmes de libido c'est lié à la pilule, quoi. Donc c'est vrai que reconnaître ça fait du bien, et c'est souvent quand on arrête que enfin on se découvre sans ça et on se dit putain, ça fait des années qu'en fait je souffre de ça à cause d'un médicament que je prends quotidiennement, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas, tu sais, on parle de choix libre et éclairé en médecine, mais en fait c'est pas vraiment libre et éclairé parce qu'on n'éclaire pas les femmes quand elles prennent les hormones de synthèse, quoi. En fait, le truc, c'est que, alors, je défends ni un camp ni l'autre. Hein. Moi, je suis assez neutre finalement dans tout ça, même s'il y a des choses qui sont anormales. Mais au niveau de la libido, en fait, finalement, il y a eu très peu d'études et on n'a pas cherché à comprendre. Mais moi, quand j'ai cherché, parce que ça m'intéressait, je me suis rendu compte qu'en fait, la parole des femmes, ce qu'elles disent sur la pilule, et notamment beaucoup qui se plaignent des baisses de libido, moi, dans mon sondage, c'est le premier effet secondaire signalé par les femmes. C'est-à-dire que 46% de mes 3600 femmes ont eu une baisse de libido sous pilule. Donc ça fait beaucoup. Significatif. Hein, et les autres études nous disent 20 à 40%. Donc c'est à peu près ça, 20-40%, on ne sait pas trop. Et moi, tu vois, je cherche des études scientifiques et je trouve qu'il y a en tout 6 mécanismes qui expliquent des complications de la vie sexuelle sous pilule, c'est-à-dire donc sécheresse vaginale qui sont dues au climat hormonal qu'impliquent la plupart des pilules, diminution de la vascularisation du clitoris sous certaines pilules, notamment celles que je prenais, les 4e génération, avec de la drospirénone, la suppression du pic d'ovulation qui fait que du coup forcément on a moins envie, et enfin plus grave la diminution d'une hormone principale dans la libido qui est la testostérone, qu'on a nous aussi les femmes, même si c'est une hormone dite masculine, et qui est réduite quasiment de moitié sous certaines pilules, enfin sous la plupart des pilules ça peut aller jusqu'à la moitié, et qui fois ça serait peut-être un effet irréversible. C'est-à-dire que les femmes qui ont pris certaines pilules pourraient rester bloquées à jamais entre leur taux de testostérone sous pilule, qui est plutôt bas, leur taux naturel. Elles reviendraient jamais vraiment à leur taux naturel. Ça, c'est quand même... moi, en tant que féministe, en tant que femme, ça me pose un vrai... Mais personne ne fait d'enquête scientifique là-dessus. On sait très peu de choses. Donc, si tu veux, voilà. Oui, et puis ce que tu soulignes là, ce qui est hyper intéressant quand même, c'est que on pense que juger la libido, c'est quelque chose de subjectif et que c'est un peu dans la tête, tu vois. Et là, tu prouves vraiment par A plus B qu'en fait, c'est physiologique. Donc, du coup, on peut l'objectiver, on peut l'observer, et ça s'explique avec des phénomènes physiques qui sont pas quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, comme on pourrait le sous-entendre quand on en parlerait, je sais pas, à notre gynécologue, à notre famille ou quoi que ce soit, quoi. On le vit parce que notre corps, il a un rythme, et c'est, comme tu dis, c'est les hormones qui font qu'on a besoin ou qu'on a en plus de désir sexuel, et c'est pas, tout n'est pas que émotionnel ou de l'ordre de l'imaginaire ou de la pensée, quoi. Est-ce que, donc voilà, bon, je pense qu'on est en train déjà d'en parler, mais je te demandais pour toi, est-ce que le sujet de la pilule, c'est un tabou? Quand je pose cette question, c'est parce que pour certaines femmes qui sont hyper libérées, elles me disent non, c'est pas du tout un tabou, tu vois, elles en parlent très librement, et pourtant quand on va arrêter la pilule, on craint un peu ce moment-là, tu vois.
Et surtout avec le milieu médical, c'est hyper délicat parfois d'en parler. En fait, est-ce que ce serait pas un tabou le sujet de la pilule pour toi? Quel est ton avis là-dessus? À première vue, j'aurais dit non. Mais en réalité, ouais, effectivement, c'est extrêmement tabou. Et moi, je l'ai vu à la sortie de mon livre. Et puis, on le voit aussi dans ce que je disais tout à l'heure, le fait que quand une femme arrête la pilule, parce que elle a, alors, si tu arrêtes la pilule parce que pour un célibat, pour faire un enfant, alors là, en général, il n'y a pas de problème, aucun jugement, aucune remarque, etc. Mais si une femme arrête la pilule en disant qu'elle en a marre des effets secondaires, qu'elle ne veut plus d'hormones ou autre, là, ça se corse. C'est ça, en fait, le problème. Et du coup, en fait, la femme se rend compte que tout le monde lui déconseille d'arrêter la pilule. Elle se retrouve bien souvent donc toute seule à chercher une alternative. Le conjoint s'implique rarement. Les médecins, la plupart du temps, c'est ce qui est ressorti beaucoup dans mon sondage, font le forcing en disant on va essayer une autre pilule, etc. Enfin, ne respecte pas finalement ce souhait de je ne veux pas d'hormones, point. Enfin, pour moi, en tant que femme, on devrait écouter les femmes. C'est pas une question, on vient chez le médecin, on n'est pas là à la carte et on écoute ce qu'il a à nous dire. Mais si on ne veut plus prendre un médicament pour sa contraception avec des risques qui peuvent aller quand même jusqu'à la mort, le handicap, etc., on a le droit. Et aujourd'hui, ce souhait-là n'est pas respecté. C'est ça, en fait, moi, qui me dérange le plus. En fait, finalement, on se rend compte que le prix de la liberté, de toute cette belle liberté sexuelle, c'est les femmes qui l'endossent. Et c'est les femmes qui l'endossent à nouveau dans leur corps, soit de manière très grave quand il y a des accidents, des embolies, des morts, etc., des décès, soit au quotidien, quand ça diminue le bien-être, la fatigue, voilà, les sécheresses vaginales, les migraines, etc. Et en fait, du coup, les femmes, je pense, sont en train de se rendre compte que la liberté l'outil de liberté qu'on leur a vendu comme la pilule, finalement, ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de nuances et qu'il y a un prix à payer. Et que pour la contraception, malheureusement, il y a souvent un prix à payer pour une contraception médicalisée. Et du coup, en fait, on se dit que la liberté qu'on nous a vantée, elle est loin d'être aboutie. Parce qu'il y a peu d'alternatives, parce qu'on n'a pas beaucoup cherché d'alternatives. Et en fait, c'est un peu comme si les femmes étaient piégées dans la contraception hormonale. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de femmes disent, c'est-à-dire que faute d'alternatives, et comme elles ont connu le confort qu'est la pilule, parce que c'est un confort formidable, il faut le dire, et c'est plus compliqué de l'arrêter que de la prendre, en fait. Et du coup, on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui nous disent « je ne suis pas malade, donc je ne vois pas pourquoi je prendrais un médicament pour ma contraception ». Malheureusement, elles sont allées plus vite que la société. Elles ont évolué beaucoup plus vite et du coup la société n'est pas encore prête à entendre ce message-là. Et la société aujourd'hui, les personnes qui sont des leaders d'opinion qui décident, sont des gens de la génération plutôt de mai 68, qui sont la génération pesticides, la génération médicaments, etc. Et pour eux, tout ce qui est... Alors, autant des fois on va dire que les jeunes ils sont à fond, ouais, je veux pas d'hormones, je veux pas de chimie et que c'est un peu trop extrême, certes. Mais autant de notre côté, on a actuellement une génération qui dirige la France, qui, elle, ne voit aucun problème avec tout ça. Alors que c'est pas vrai, on le sait très bien qu'il y a plein de problèmes et qu'un corps sain, si on peut éviter de l'exposer à des pollutions chimiques, c'est mieux. Voilà. Point barre. Enfin, le débat presque s'arrête là, en fait. Bah oui, et puis il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour comprendre que prendre des hormones de synthèse, et toi tu le dis clairement et ça choque, c'est un perturbateur endocrinien quotidiennement, alors que on n'a aucune raison, on est en très bonne santé initialement, ça peut pas être très très positif pour notre corps, quoi. Oui, donc en fait quand tu as commencé à écrire ce bouquin, tu le disais, ça t'a pris plus d'1 an et demi en fait à le mettre en place. Est-ce que au moment de l'éditer, t'as eu, parce qu'on vient de le dire, c'est un sujet qui est délicat, parfois ça va être reçu de manière un peu fulgurante. J'ai vu des interviews de toi sur certains plateaux télé et je me suis dit waouh, quelle force, quel courage, parce que purée, parfois on n'est pas aidé et il faut toujours se justifier, toujours se défendre avec des personnes qui ont déjà leurs idées bien en place et sont pas toujours prêtes à entendre, tu vois. Est-ce que t'as pas redouté de sortir ce livre? Bah si, j'ai failli même au bout de 6 mois, enfin donc ça faisait déjà 1 an que j'avais commencé à enquêter, mais au bout de 6 mois de la rédaction à proprement parler de ce livre, j'ai failli arrêter parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais déjà réuni donc toutes les infos de mon enquête et même moi je trouvais que c'était trop. Même moi j'ai eu ce qu'on appelle des oh my god points, c'est-à-dire que je découvrais des choses, je découvrais et alors du coup en plus je suis partie sur l'histoire de la pilule parce que je voulais un peu comprendre comment tout ça avait été possible et quand on voit l'histoire de la pilule on comprend beaucoup mieux ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en fait, voilà,
à l'époque, on savait pas vraiment tout ce que faisaient les hormones. On n'avait pas le même respect des femmes, du patient, et du coup, la pilule a été mise sur le marché. Ça serait peut-être pas le cas aujourd'hui. Mais en fait, moi, j'ai failli faire machine arrière, mais je pouvais pas, j'avais signé mon contrat. Tant mieux. J'ai failli adoucir mes propos dans le livre, pas mettre certaines choses, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup d'un coup à prendre, parce que rien que moi, sur 1 an et demi d'enquête, j'ai revu toute ma vision de ce sujet-là, parce que je viens d'une famille féministe, ma grand-mère est féministe, s'est battue pour la pilule, je l'ai prise 10 ans, enfin, tu vois, j'avais aucun a priori compte, je sentais qu'il y avait des choses qui allaient pas, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Et quand je vois, alors que c'est un perturbateur endocrinien, que ça cause quand même beaucoup plus d'effets secondaires sur beaucoup plus de femmes qu'on ne le croit, que quand on fait un bilan chiffré du nombre de femmes qui décéderaient chaque année en France de ça, qu'on arrive à presque une centaine de femmes, ça fait quand même beaucoup. Tout ça pour la contraception. Quand on voit que c'est totalement irresponsable, que ça revient, donc les femmes urinent avec les hormones synthétiques, ça revient en station d'épuration, et les stations d'épuration ne savent pas filtrer tout ça ou mal, et ça revient dans la nature, et après ça revient dans l'eau du robinet, puisqu'on pompe de l'eau qui ensuite est dans la nature et qui est contaminée. Et donc l'impact il est tellement large en plus. Je me dis c'est complètement fou quoi. Donc même moi quand j'ai fait cette enquête, j'ai vérifié mes infos mais 15 000 fois. J'ai contacté plein de médecins, de spécialistes indépendants parce que je voulais être bien sûre que c'était ça, parce que même moi j'y croyais pas. Je me disais non, ça peut pas être aussi gros. En fait si quoi. Et si je me suis permis de sortir ce livre-là tel qu'il est fait, c'est que je l'ai bien vérifié. Enfin, n'importe qui peut aller vérifier ce que j'ai fait. J'ai fait des références scientifiques, des bas de page longs comme le bras. Donc voilà. Mais il y a aussi eu des pressions en interne qu'ont subi mes éditeurs pour ne pas publier le livre avant même sa sortie. Donc, effectivement, on voyait déjà avant même que ça allait être un petit peu chaud. Et ça a été à la sortie. Mais moi, je suis heureuse aujourd'hui, même si j'ai été des fois ça a été 50-50. Hein. Franchement, 50% des médias ont parlé de mon livre de manière positive, ou au moins m'ont laissé la parole, c'était déjà bien. Et 50% soit m'ont totalement censuré, soit on dit des choses fausses ou des choses tirées par les cheveux ou avaient une volonté de me taper dessus. Bon bref. Moi, je peux avoir été le punching ball de la France entière en septembre 2017, ça me dérange pas parce que depuis, ça a libéré une vraie parole. J'ai fait plein de conférences, j'ai rencontré des milliers de femmes qui m'ont dit mais merci d'avoir parlé de la baisse de libido sous pilule, merci d'avoir brisé ce tabou parce que j'ai amené votre livre à mon gynéco et que j'ai pu enfin discuter avec lui. Donc voilà, moi tout ce que je voulais, c'est le plus grand mérite que je puisse avoir, même si j'en avais vendu 10 de ce livre, c'est ça quoi, c'est que ça avance au niveau du droit des femmes et que ça ait un impact. Donc, voilà. Et puis la force de ton livre, comme tu dis, c'est qu'il est extrêmement bien référencé, donc on peut difficilement réfuter ce que tu dis. Toi-même, tu as vérifié plusieurs fois les informations parce que c'était gros souvent. Et voilà, et quand c'est pas, tu donnes pas ton avis, tu dis les faits, quoi. Et ça, même tu peux ne pas être d'accord, tu peux vérifier derrière ce qui est écrit et ça sort pas de nulle part, tu l'as pas inventé et t'es pas là pour défendre ou abattre la pilule, t'es là pour dire ce qui s'est passé. Et c'est vrai que je pense que la force de ton livre, c'est que t'as vraiment eu une ligne directive. C'est ton métier, tu vois, mais qui permet vraiment de porter cette parole de manière avec des vrais arguments, quoi, tu vois, des arguments de taille qui ont du poids. C'était le but. Le but, c'était déjà, c'était un sujet trop important pour être traité à la légère. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, si mes éditeurs ne m'avaient pas avancé de quoi faire l'enquête pendant 1 an, parce que j'avais déjà enquêté quelques mois, elle serait jamais sortie cette enquête parce que c'était trop sérieux. J'avais besoin, il fallait que je lise toutes les études qui ont été faites sur la pilule sur les 25-30 dernières années, que j'analyse les conflits d'intérêts. Enfin, voilà, tu vois, que je fasse le sondage auprès des 3600 femmes, que du coup, il y a l'histoire de la pilule qui s'est rajoutée au passage. Donc voilà, ça a été 1 an et demi d'enquête, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui restera, qui est là. Et d'ailleurs, moi je suis toujours prête à me remettre en question. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains, on peut faire des erreurs et c'est évident. Donc moi j'ai regardé, j'ai lu attentivement et avec grand intérêt tout ce qui a été dit à l'encontre de mon livre. Et j'ai vu beaucoup de gens qui avaient peur. J'ai vu beaucoup de gens pétris de certitudes mais qui n'avaient pas forcément de connaissances sur certains sujets, puisque hors antenne ou à l'antenne,
j'avais des informations qu'ils n'avaient pas. Donc, si tu veux, personne pour l'instant n'a trouvé de faille dans mon enquête, ou personne n'a trouvé des arguments qui aillent dans le sens inverse de ce que je dis dans ce livre. Donc, ça c'est positif, ça veut dire que j'ai fait une bonne enquête. En fait, les avis négatifs que tu as, c'est des personnes qui par principe ne sont pas d'accord, ou ont peur, comme tu dis. Je sais que j'entends beaucoup, moi, les femmes qui disent mon gynécologue va dire que je vais tomber enceinte dans les prochains mois. Enfin, tu vois, c'est l'argument. C'est tomber enceinte. Tu vois, tu peux avoir tous les effets secondaires que tu veux dans ta vie. Par contre, si tu tombes enceinte, c'est grave, quoi. Tu vois, c'est vraiment une maladie, tu vois. Et du coup, on fait peur aux femmes là-dessus énormément. Ça permet de bien les cadrer, de bien nous maintenir dans cet état-là, parce qu'on sait pas. Et puis des alternatives, tu en as parlé. Toi, maintenant tu pratiques la symptothermie, mais c'est pas très connu. C'est difficile de trouver de l'information là-dessus. Donc voilà, je sais que les seuls avis que j'ai eu à l'encontre de ton livre, c'était surtout jouer sur les peurs encore, tu vois, jouer sur les peurs. Et puis voilà, quand on n'a pas lu le livre, on sait pas trop, donc on joue sur la confusion que c'est un livre uniquement qui prêche la parole, par exemple des méthodes naturelles, ou du moins d'arrêter la pilule, alors que c'est vraiment quelque chose d'objectif, c'est une enquête, quoi. Oui, et puis ce que je rappelle aussi, pour ceux qui me connaissent pas, alors après déjà, les gens qui me connaissent pas peuvent aller regarder un petit peu tout ce que j'ai fait depuis 6 ans sur mon site internet, ou tout ce que j'ai fait en presse écrite, notamment, comme sur les violences gynécologiques, tu vois. En fait, la réaction qu'ont les gens aujourd'hui autour de j'arrête la pilule, c'est la même, exactement la même, c'est pour ça que je m'en formalise pas, que j'ai eu quand j'ai publié le dossier sur les violences gynéco. À l'époque, les violences gynécologiques obstétricales, j'avais publié des témoignages où je parlais de tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, l'ocytocine qui est très douloureuse pour le déclenchement d'accouchement, les césariennes à vif, enfin bon bref, toutes les violences gynéco. J'avais fait 10 pages dans le magazine Nexus. Tout le monde me disait, enfin beaucoup de gens m'ont dit oui, tu parles d'un truc, ça concerne 10 nanas tout cassées par an en France. Et alors là, j'avais pas autant de preuves que sur la pilule, mais je leur ai dit si, c'était un phénomène massif, ça se sent, voilà, j'avais quand même enquêté longuement dessus. Et voilà. Et aujourd'hui, où on en est, 4 ans plus tard, notre secrétaire d'État chargé à l'égalité femmes-hommes s'en est saisi, on a des dossiers là-dessus, des recommandations, et c'est en train de bouger. Malgré ça, on a encore toujours les mêmes, notamment au sein GOF, etc., qui continuent à nier le fait que ça existe, que ce soit large, que ce soit massif, et ça sera la même chose pour la pilule. Il faut laisser les choses prendre son temps. Par exemple, une des choses qui a fait plus polémique sur mon livre, c'était le calcul que j'ai voulu faire. C'est-à-dire, je me suis posé la question, encore une fois, en 60 ans, personne n'avait eu l'idée de faire ça. Je me suis dit, bon, on a des risques avec la pilule, des risques graves qui vont jusqu'au décès. Mais combien de femmes souffrent chaque année de leur pilule, etc. Et combien en meurent et j'ai fait ce calcul-là, et ça a fait une polémique pas possible. Aujourd'hui, enfin fin juin, l'Institut national de veille sanitaire a publié des chiffres pour la première fois en disant qu'il y a 600 cas de cancer du sein et des ovaires par an en France qui sont causés par la pilule. Personne n'en a parlé. C'est-à-dire que pour venir taper sur une jeune journaliste qui sort un livre sur un sujet un peu polémique, là il y avait du monde. Pour venir 9 mois après refaire le bilan en disant ben non, vous voyez, c'est pas trompé. Le petit calcul qu'elle a fait, la petite journaliste toute seule dans son coin, il est validé par les hautes autorités, les plus grandes instances nationales de santé. Voilà, et ça, tu vois, on n'en entend pas parler. Et ça me gêne parce que du coup, en fait, on va toujours prendre le côté buzz, le côté qui fait parler. Ça a été le cas sur mon livre. Mais finalement, combien de gens ont lu mon livre? On en a vendu 5000 exemplaires, donc toute la France ne l'a pas lu. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Voilà, c'est un peu des réflexes. La pilule, c'est tout le monde a son avis, mais quel est l'intérêt d'avoir un avis si c'est pas... Enfin, moi, après 1 an et demi d'enquête, l'avis de Madame Michu sur la pilule, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, effectivement. Mais bon, c'est bien, ça avance. Oui, et puis c'est ça, tu sèmes des graines et puis tu sais que les mois, les années passent et à un moment, le message, il va rentrer. Puis les générations aussi, nos générations peut-être un peu plus ouvertes, un peu moins sur la défensive, prennent de plus en plus leur place dans la société aussi, tu vois, et du coup, ça va s'installer doucement, mais en tout cas, c'est un beau premier pas. Et je voulais savoir pour toi, alors, quelle a été ta plus grande découverte, ou plutôt ton plus grand choc quand tu as commencé ton enquête?
En fait, finalement, ça a été plutôt à la fin de l'enquête, une fois que j'avais tout le portrait, parce que, donc, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, effectivement, comme tu le disais, on a un chapitre par thème. En gros, on a un chapitre sur le premier chapitre, ça fait un bilan, qu'est-ce que la contraception dans le monde, en France, qui prend quoi, etc. Où on se rend compte, par exemple, qu'il n'y a pas, ça fait depuis les années 2000, on a une baisse de 20% de la consommation de pilules jusqu'en 2016. Et on se rend compte que les taux d'IVG, ils sont restés stables, voire ils ont baissé. Tu vois, déjà, premier chapitre, tu te rends compte des trucs, tu es dans le bain. Deuxième chapitre, c'est sur l'histoire de la pilule. Donc, où on découvre que c'est pas du tout une histoire féministe, que le bien-être des femmes n'était pas pris en compte, que c'était un outil politique, en fait. La pilule, elle a été utilisée dans le cadre de la guerre froide comme outil politique envers les masses du tiers-monde et les minorités ethniques. Donc, c'était pas de base une idée particulièrement sympathique. Troisième chapitre, je réponds aux questions quels sont les dangers pour la santé, pour l'environnement. On se rend compte de ce que je disais tout à l'heure, donc ça revient dans l'eau du robinet, que les fœtus sont exposés parce qu'on stocke ces hormones, nous, mamans, dans nos graisses pendant une durée inconnue, mais selon moi et selon mes recherches, qui est d'environ 1 an. Donc tu te dis qu'en fait, quand tu es enceinte, s'il y a bien un moment, il ne faut pas exposer un fœtus à des hormones, par exemple celle de la pilule, qui peuvent te faire avoir des effets sur ton sexe, donc des garçons faire des malformations, etc. C'est bien la grossesse. Or, les femmes enceintes qui ont pris la pilule pendant X mois, on ne sait pas combien, stockent dans leur graisse et exposent leur fœtus à ça. Donc tu vois, déjà, c'est un ensemble de choses où tu te... C'est lourd, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui arrêtent la pilule et qui tombent enceintes tout de suite. Donc, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que sur le développement des fœtus, s'il y a bien une période où il ne faudrait pas tomber enceinte, c'est juste après avoir arrêté la pilule, quoi. C'est que si tu veux, voilà, c'était un enchaînement de révélations, mais je vais rester sur un choc positif. Le choc le plus grand pour moi et le plus positif de ce livre, c'est de se rendre compte que la parole des femmes, à propos de la pilule, que j'ai notamment recueillie dans mon sondage, mais qu'on peut lire partout, qu'on a pu lire avec plein d'articles depuis la sortie de mon livre, elle est en corrélation parfaite avec les faits historiques, scientifiques, etc. Donc oui, les femmes ne sont pas folles de se dire qu'elles ont des baisses de libido sous pilule. Scientifiquement, il y a des explications. Non, les femmes ne sont pas folles de se dire que quand même, c'est pas top pour la santé de prendre des hormones synthétiques pendant je ne sais combien d'années. Donc voilà, moi c'est ça que je retiens, c'est que tout ce que disent les femmes depuis très longtemps à propos de la pilule, on ne l'écoute pas. Et que pourtant c'est fondé, et c'est pas une histoire de une hormonophobie, les patientes, vous savez, elles ont pas trop de connaissances, alors on va leur réexpliquer ce qu'il faut qu'elles comprennent. Non, les femmes ont tout à fait raison de se dire ce qu'elles se disent vis-à-vis de la pilule et de se battre pour qu'on ait des meilleures contraceptions qui ne génèrent aucune souffrance, aucun effet secondaire. Donc c'est ça mon plus gros choc. Ouais. Et puis même le succès de ton livre aussi, d'avoir enfin fait la corrélation entre ce qu'on ressent et les faits, la physiologie, tes enquêtes, les faits scientifiques. Bon enfin, tu vois, on n'est pas des hystériques ou c'est pas une lubie dans notre tête. Ça s'explique, quoi, tu vois, c'est là, c'est présent, et maintenant on peut le reconnaître parce qu'on a des preuves. C'est bien dommage qu'il faille attendre des preuves pour qu'on soit écouté, mais enfin, au moins ça donne cette opportunité-là, quoi. Et du coup, quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes arrêtent la pilule, enfin les principales raisons que tu as pu mettre en évidence? Alors, du coup, donc moi dans mon sondage, attends, je me remets sur les chiffres exacts. Donc dans mon sondage, moi, donc je rappelle 3616 femmes de 13 à plus de 50 ans. C'est un sondage qui n'a pas été réalisé selon méthode des quotas, hein, donc il y a pas, c'est pas un sondage professionnel, ça vaut ce que ça vaut. Donc je leur ai posé la question à toutes celles qui avaient déjà arrêté la pilule au moins une fois dans leur vie. Pourquoi avez-vous arrêté la pilule? Donc numéro 1 à 51%, c'est à cause des effets secondaires bénins mais pénibles au quotidien. Donc les baisses de libido, migraines, prise de poids, etc. Ensuite à 50%, la deuxième raison juste derrière, parce que je pense que c'est mieux pour ma santé. Tout simplement. Troisième raison, parce que je refuse de prendre un médicament ou des hormones alors que je suis en bonne santé. Toujours dans la même veine, en fait. Quatrième raison, plus étonnante, par envie de revenir à mes cycles naturels. Donc, apparemment, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de revenir à leur cycle naturel. C'est un besoin. Et ensuite, cinquième raison, méfiance envers l'industrie pharmaceutique. Et après, préoccupation écologique en sixième raison. Donc, ça revient pas tout de suite, l'écologie. Donc quoi, ça arrive qu'en cinquième position, la méfiance envers les médicaments, et que ce qui prime, c'est quand même le besoin. Il y a un truc à l'intérieur de nous qui nous pousse à aller vers quelque chose de plus naturel, vers notre nature profonde, quoi. Et je nuancerai un petit peu.
et en plus parce que je l'ai vu pour en avoir discuté du coup avec plein de femmes dans les conférences, la première raison c'est quand même juste, en gros, c'est très pragmatique. Je prends un médicament, j'ai des effets secondaires, ça me va pas, donc je veux en changer. La première raison, c'est vraiment ça, hein, parce qu'il y a plein de femmes qui sont pas du tout encore dans le féminin sacré, pas du tout. Il y a beaucoup de femmes, c'est juste, j'en ai marre d'avoir des migraines, j'ai l'impression que j'ai plus de cellulite sous pilule, etc. Des choses très pragmatiques, mais c'est tout simplement, mince quoi, pourquoi je subirais ça moi tous les jours dans mon corps si je peux faire autrement quoi. Pour celles en plus qui prennent conscience que qu'elles souffrent de la pilule, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas conscience qu'elles souffrent de la pilule quoi. Et du coup oui, c'est vraiment c'est simple, c'est logique en fait. Non mais ça c'est un gros, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un truc qui sera jamais prouvable scientifiquement parlant, mais qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement combien de femmes réalisent les effets secondaires de leur pilule une fois qu'elles l'ont arrêté. Et ça, c'est énorme. Enfin, moi, d'après ce que j'ai vu et de mon enquête, c'est énorme. Donc, c'est hyper difficile, en fait, de conscientiser combien de femmes souffrent réellement de leur pilule, des effets secondaires. On n'aura jamais, faut pas attendre des preuves ultimes sur ces sujets-là, on n'en aura pas. Faut juste... D'autant plus qu'on la prend de plus en plus jeune, donc c'est pour ça on n'a pas conscience de comment on est sous pilule, sans pilule, vu qu'on a été des années sous hormones. C'est très difficile de se dire peut-être que mes coups de déprime là peut-être ça vient pas de moi en fait. Et c'est vrai que c'est quand on arrête là par contre en général c'est assez étonnant de se rendre compte de tout ce que cachait la pilule quoi, de la transformation. Je voulais te demander, il y a beaucoup de femmes qui donc arrêtent la pilule parce que elles sentent que c'est meilleur pour elles. Mais bizarrement, tu sais, c'est aussi mon expérience personnelle. Tu redoutes un peu le moment d'en parler à ton gynécologue, un peu comme si c'était, je sais pas, un parent ou t'as pas envie de décevoir, je sais pas. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui prennent. Donc pour moi, je trouve ça extrêmement dangereux parce que arrêter la pilule parce que c'est un besoin, c'est bien. Mais derrière, il faut savoir quoi faire. Enfin, du coup, on est livré à nous-mêmes, on se retrouve seul. Donc c'est là où en plus on peut faire des erreurs parce qu'on n'a pas été accompagné. Est-ce que pour toi en fait, pourquoi les femmes redoutent autant d'annoncer ça ou de se faire accompagner par leur gynécologue après l'arrêt de la pilule? Moi, effectivement, comme je le disais tout à l'heure avec mon enquête sur les violences gynécologiques, grâce à cette enquête, du coup, je savais déjà qu'il y avait comme un problème dans la relation soignant-soigné, notamment entre les femmes et leur gynécologue, et particulièrement sur l'accouchement, la contraception. Donc, j'avais déjà remarqué à l'époque qu'il y avait un manque d'écoute qui est flagrant, des jugements et des violences verbales ou physiques. Donc déjà, tout ça, forcément, ça aide pas à se sentir confiance, etc. En plus du fait qu'on se sent ignorante et que parfois on nous fait bien comprendre que grosso modo, c'est pas j'ai choisi pour vous, écoutez-moi, ce que je vous dis c'est mieux. Et malgré des femmes qui veuillent pas d'hormones, etc., on les renvoie dans les cordes, on leur fait la morale, des choses qui sont pas normales dans la relation de médecin à patient. Et du coup, en fait, je pense que aussi le principal problème, c'est la demande. C'est-à-dire que toutes les femmes qui ont une vie sexuelle, hétérosexuelle en tout cas, ont vraiment besoin d'une contraception. Notre mémoire féminine, nos mères, nos grand-mères ont été marquées par des choses très désagréables qui étaient dues à l'absence de contraception. Donc nous, c'est quelque chose de très important pour nous, la contraception. On vient, on est rempli de questions, on a des angoisses et on veut surtout quelque chose d'efficace. Mais quand on veut quelque chose d'efficace et en même temps qu'on veut rester au naturel, qu'on veut pas d'hormones, c'est compliqué parce que le corps médical n'entend pas en fait cette parole-là et ce manque d'écoute met mal à l'aise. Et de manière générale, du coup, il y a beaucoup de femmes qui ne vont chez leur gynéco que quand vraiment c'est nécessaire parce qu'il y a un malaise dans la relation soignant-soigné. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le plus ressorti dans mon sondage. C'est ce qui m'a... tu parlais de choc durant mon enquête. Ouais. Un des chocs, ça a été quand j'ai dépouillé les 3600 réponses à mon sondage et que à la fin, donc il y avait 30 questions. D'ailleurs, ce sondage, si tu veux, tu pourras mettre le lien. Il est gratuitement accessible en ligne, en intégralité, puisque dans le livre, j'ai pas tout mettre, si ça en intéresse certaines. Ce qui est le plus ressorti, la 31e question à ce sondage, j'avais laissé un témoignage libre, c'est-à-dire que j'ai recueilli à peu près 2500 témoignages. J'avais dit aux femmes, allez-y, s'il y a quelque chose qui n'était pas dans les questions,
dont vous avez envie de me parler, dites-le moi. Et j'ai reçu un flot de commentaires. Et alors, par exemple, des phrases qu'ont pu avoir des femmes quand elles ont demandé à changer de contraception, à ne plus avoir d'hormones, etc. J'ai fait un petit best-of que vous trouvez sur j'arrêtelapilule.fr, qui est le site. Ouais. Je vais vous en donner juste quelques-unes. Vas-y, parce que je suis curieuse. Alors, on a « Mais vous voulez retourner au Moyen-Âge » C'est une mode de plus vouloir prendre d'hormones, donc votre souhait profond de ne pas prendre un médicament, c'est pas lié. Nous, les femmes de mon âge, on s'est battues pour la pilule et vous la refusez comme une insolente. La culpabilité. Et de l'idéologie, c'est-à-dire que ça n'a rien à faire dans une relation de médecin à patient, mais c'est là. Vous ne rendez pas justice au combat des féministes symbolisés par la pilule. Vous comprendrez quand vous serez obligé d'avorter que prendre la pilule, c'est important. Donc alors là, juste une phrase d'une violence inimaginable. On infantilise énormément, en fait. On nous infantilise. On nous fait la morale comme à des gosses, quoi. C'est ça. Et c'est ce qui est dénoncé aujourd'hui avec les violences gynécologiques obstétricales. Tout ça, le refus d'écouter les choix contraceptifs d'une femme, c'est une violence gynécologique obstétricale. À votre âge, on prend la pilule, c'est comme ça. Le pire, c'est pour les jeunes femmes. C'est quand on est un peu démunie, un peu qu'on ne sait pas trop se défendre. C'est souvent vers 30-35 ans, quand on a un peu plus de bouteilles, que là, on ose s'imposer. Mais souvent, quand on est jeune, on n'ose pas. Oui, ce que tu soulignes, c'est ça, en fait. On joue beaucoup sur le fait qu'on soit vulnérable. Donc, on est vulnérable soit parce qu'on est jeune et qu'on ne sait pas trop. On est vulnérable ou parce que, souvent, dans le milieu médical, on n'a pas la connaissance médicale pour appuyer notre confiance. Donc on a confiance, mais en tout cas c'est là-dessus en fait qu'on se fait entre guillemets rabaisser ou qu'on perd notre confiance. Et souvent il y a beaucoup de femmes qui veulent mais qui osent pas, ou qui prennent des mois, ou alors qui hésitent, ou qui vont jamais passer le cap parce que il y a ce côté un peu très moralisateur derrière, très lourd. On veut nous faire prendre conscience que c'est quand même pas bien, c'est grave d'arrêter la pilule, enfin comme si c'était un enjeu aussi pour le gynécologue, quoi. Et du coup, je connais déjà la réponse, mais je te demandais, est-ce que c'est vraiment justifié pour un gynécologue de reprocher ça à sa patiente? La question qu'il y a derrière, c'est plutôt une patiente qui est confrontée à ça. Comment elle peut se rassurer pour se dire bon, ok, c'est son avis, peut-être que ce qu'il m'a dit c'est dur. Peut-être que ça va m'attendre quand même, et je vais prendre du temps à me repositionner moi là-dedans et me recentrer sur pourquoi je fais ça vraiment pour moi. Mais voilà, qu'est-ce qui pourrait vraiment nous redonner confiance ou nous rassurer, ou quels mots on pourrait donner à ces femmes-là qui se retrouvent devant des critiques comme ça, difficiles parfois à entendre, et qui peuvent nous faire un peu douter sur notre décision, quoi. Donc, ce que je dis beaucoup moi, dans mes conférences, et ça concerne tout patient avec son médecin, homme ou femme, et hors de la contraception, c'est vraiment apprendre à s'écouter. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est inadmissible et inconcevable qu'un médecin juge ou impose quoi que ce soit à un patient. C'est d'ailleurs interdit par la loi. Donc déjà, pour commencer, il y a des cadres législatifs. Normalement, un médecin doit présenter de manière la plus neutre possible l'ensemble des solutions qui existent. Malheureusement, effectivement, c'est ce que je dénonce dans mon livre, il n'en existe pas beaucoup en hormones, et en plus de ça, les gynécologues ne sont pas formés là-dessus. Les méthodes naturelles, par exemple, ils ne connaissent pas bien, ils ont des préjugés sur le préservatif, etc. Donc du coup, ils considèrent que c'est normal que ce soit la femme de prendre des hormones, etc. Donc moi, ce que je dis, c'est plus un conseil de patient en général, c'est que c'est vous qui prenez le médicament. Donc n'oubliez pas que vous avez absolument le droit d'exiger une contraception sans souffrance, ou de dire les effets secondaires, basta, ça ne me convient pas. C'est votre corps, et vous avez aussi votre ressenti, c'est-à-dire quand vous êtes persuadé que vous avez une baisse de libido sous pilule, non, vous n'êtes pas folle. Enfin voilà, il faut le conscientiser, et c'est pas parce que votre médecin va vous ramener à des pseudo-problèmes de couple, des choses comme ça, qui peuvent être aussi vraies, mais qui parfois ne le sont pas. Vous avez le droit de vous écouter et vous n'êtes pas obligé de vous mettre carpette en fait devant un médecin. Vous avez le droit d'être vous. C'est vous qui allez prendre au final le produit, et c'est votre vie. Donc vous avez le droit, sachez-le, de partir sans payer quand un médecin fait des violences gynécologiques verbal ou physique. Vous avez le droit d'aller en voir un autre et de ne plus jamais revenir chez celui qui pourtant s'occupe de vous depuis 20 ans, qui avait l'air formidable, et qui maintenant il vous suit pas il vous respecte pas. Donc malheureusement, le problème, c'est qu'effectivement c'est un chantier énorme. C'est-à-dire que moi je l'ai vu à la sortie de mon livre,
en discutant sur les plateaux avec des gynécologues, le sujet n'est pas du tout apaisé. Moi, j'ai beaucoup de médecins qui m'ont écrit en me disant qu'ils ont appris des choses dans mon livre. Ouais. Donc, c'est quand même Ça un peu... m'étonne pas. Ouais, parce que je sais pas si je dois en rire ou en pleurer, tu vois. Ben, tu sais que mon conjoint est médecin et moi j'ai regardé ses bouquins de gynécologie parce que je me suis dit mais qu'est-ce que vous apprenez à l'école en fait, parce que ils peuvent pas pondre l'information, hein. Ils l'ont bien apprise quelque part. Je suis toujours surprise, tu vois, du fait que les notions sur le cycle féminin c'est très léger, c'est très très léger quoi. On a vu la J14, hein. On a vu la J14, c'est que normal c'est 28 jours, nanani, nanana, il n'y a pas de problème. C'est sponsorisé par les pilules, les bouquins de gynécologie, enfin tout ça, où je me dis bon, aujourd'hui moi j'en veux pas trop aux jeunes médecins parce qu'en fait on leur a pas dit, ils savent pas. Ils peuvent pas deviner, on sait ce qu'on nous a appris, quoi. Après, on se fait un avis, on prend du recul et tout ça, mais en fait, souvent les médecins, ils savent pas. Donc c'est pour ça que ce que tu me dis, que tu as reçu beaucoup de témoignages de médecins qui ont appris des choses, bah oui, parce que on leur a pas appris ça, c'est tout, quoi. On leur a appris l'autre versant. Ouais, mais du coup, voilà, moi ce qui m'embête, c'est que on se retrouve dans une situation un peu folle où on a des femmes qui souffrent, hein, parce que c'est ça en fait, au final la question. Et moi là, en tant que féministe et non plus en tant que journaliste, ça me gêne énormément. Ce paternalisme médical, il me gêne sur tout le monde, mais alors envers les femmes, il me gêne particulièrement parce qu'il est très prononcé, parce que les femmes, de par notre histoire de femmes, on a des fois du mal à s'imposer par rapport à ça parce qu'on a un vrai besoin, on a vraiment besoin d'une contraception et c'est un peu difficile de se dire bon bah moi je l'ai vécu quand j'ai commencé préservatif symptothermie, c'est des doutes, c'est des peurs et c'est quelque chose, c'est un chemin sur lequel on est seul et moi quand j'ai par exemple des gynécos sur des plateaux télé qui m'ont dit oui mais il va y avoir plein de gens qui vont arrêter la pilule suite à votre livre, vous vous rendez pas compte, déjà demain je leur disais qu'il y avait pas eu déjà, il n'y avait pas eu de hausse des IVG depuis que les femmes prennent de moins en moins la pilule en France. Donc, l'épouvantail de l'IVG, déjà, arrêtons, parce que c'est faux, c'est juste faux. Secondo, je leur disais, mais si vous connaissiez mieux le cycle féminin, si vous écoutez mieux les femmes et ce qu'elles demandent, vous seriez déjà actuellement en train de vous former pour pouvoir répondre à la demande des femmes et elles ne vous échapperaient pas. Elles ne seraient pas en train de partir ailleurs sur des applications sur smartphone, des fois d'ailleurs qui sont pas du tout efficaces, parce qu'elles resteraient chez vous parce que vous les auriez écoutées, parce que vous les auriez entendues et que vous auriez essayé de cheminer avec elles dans cette recherche d'une contraception sans souffrance. Sauf que cette parole des femmes, elle n'a pas été entendue. Donc du coup, on a une scission et on a de plus en plus de femmes qui, et c'est très simple, ne vont plus chez leur gynécologue. Donc, est-ce que c'est la faute aux femmes ou est-ce que c'est la faute aux gynécos? Les femmes, elles ont le droit de vouloir ce qu'elles veulent et de ne pas souffrir. Exactement. Oui, c'est ça. On reprend, on prend. On a notre liberté, nos droits sur notre propre corps et on n'a pas envie d'être jugé. Du coup, il y a beaucoup de femmes qui fuient un peu ça. Et surtout, oui, malheureusement aujourd'hui, c'est le manque d'information qui va faire défaut. Donc le manque d'information, on sait qu'on veut quelque chose de plus naturel et là on va se retrouver avec des applications bidons et du coup ça va rajouter un petit peu d'eau au moulin des médecins qui étaient réfractaires contraception naturelle, comme ça on fait bien l'amalgame, c'est parfait. mais oui, quand on est bien accompagné et qu'on est bien orienté, ça se passe très bien. La preuve, on est là. C'est ça. C'est ça. Alors du coup pour toi, alors tu vas peut-être parler plus de ton avis personnel. Quels sont pour toi, donc vraiment j'ai conscience que toi ton travail est objectif, que t'es pas là pour plutôt prêcher une méthode qu'une autre et tout ça. Mais de ton expérience, quelles seraient les meilleures alternatives à la pilule aujourd'hui, ce que tu conseilles en général? Alors du coup, ça va dépendre surtout de ce qu'on veut soi. Donc si on est dans un critère d'efficacité sans se prendre la tête, c'est-à-dire qu'on fait une contraception qui ressemble un peu finalement à la pilule, c'est-à-dire qu'on n'est pas prête à se lancer dans apprendre une méthode naturelle ou alors qu'on a une vie qui fait que là on peut pas ou on n'a pas envie. La première contraception la plus efficace, c'est le stérilet cuivre, donc alias DIU, dispositif intra-utérin. Vaut mieux dire DIU parce que stérilet, il y a l'idée de stérile et c'est pas vrai, donc voilà, autant rester sur DIU cuivre. Donc le DIU cuivre. Ensuite, sinon le préservatif et le diaphragme, préservatif ou diaphragme avec ou sans méthode naturelle pour du coup coupler en efficacité. Donc ça fait quelques possibilités.
Après, faut savoir aussi que sur les préservatifs, par exemple, et les diaphragmes, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. Il y a eu beaucoup de progrès techniques. Ouais, aujourd'hui, on a par exemple la marque Protex, c'est une marque japonaise, parce que les japonaises prennent très peu la pilule. Donc du coup, les mecs, ils ont bien développé des préservatifs super. Ils font gaffe, les gars. Voilà. Ils vont, on en a un peu marre là, des préservatifs très épais, donc ils ont fait des trucs super fins en polyuréthane, pas en latex, qui permettent de ressentir la chaleur du partenaire, ce qui est agréable, et qui sont extrêmement fins. Donc il y a aussi des nouveautés à essayer, parce que parfois on se dit oui, le préservatif c'est pas bien. C'est ça, on reste sur des marques. Il faut aussi essayer ce qui se fait de nouveau. Le diaphragme, alors le diaphragme c'est quand même moins efficace parce que il y a les indices de Pearl, peut-être que tu en parleras, voilà, les indices en gros d'une contraception, il y a la contraception quand on l'utilise parfaitement et il y a la contraception quand on l'utilise moins parfaitement. Et le diaphragme en utilisation pas parfaite, concrète, est un petit peu moins efficace. Donc j'irais vraiment le plus efficace si on veut une contraception sans se prendre la tête, c'est le DIU cuivre et ensuite préservatif, donc selon la situation. Si le critère c'est plutôt je veux plus jamais d'effets secondaires pour ma contraception, bah là effectivement on retombe uniquement sur les méthodes barrières, donc le préservatif, le diaphragme, couplé ou pas, encore une fois aux méthodes naturelles, puisque les méthodes naturelles vont juste permettre de savoir quand je suis fertile et quand je le suis pas, et du coup quand je suis pas fertile, dans mon cas environ 15 jours par mois, je peux me passer totalement de préservatif ou de diaphragme, ce qui est un confort non négligeable. C'est pas négligeable du tout. Je mettrai le lien, là, tu m'as parlé d'une marque de préservatif, là, je mettrai le lien en dessous pour les femmes qui sont intéressées par ça. Parce que c'est intéressant justement de se donner aussi des petits conseils par rapport aux expériences qu'on a. Moi, j'avais essayé la marque Ilouex. Oui, qui sont alvéolés. Ouais, voilà, qui est pas mal non plus, parce que c'est vrai que ce qu'on vend dans les centres commerciaux, c'est pas toujours idéal, en fait. Et il y a plein de nouveautés, comme tu dis, et c'est toujours intéressant. Ça casse un peu aussi les a priori qu'on a sur le préservatif. On veut pas l'utiliser parce qu'on ressent pas, l'homme ressent pas et tout ça, alors que ça a vraiment changé si on se renseigne bien, quoi. Et du coup, alors avant la pilule, c'était ça, hein, c'était la méthode contraceptive des féministes, à tort ou à raison. Et aujourd'hui, pour toi, du coup, c'est laquelle méthode de contraception serait la plus féministe, on va dire, la plus respectueuse des femmes aujourd'hui? Pour moi, une contraception vraiment à fond féministe, c'est une contraception qui ne fait pas souffrir, quoi. Une contraception qui diminue pas la santé ou le bien-être de la femme, une contraception qui est efficace, mais qui est pas un poids en fait dans la vie de la femme. Donc après, à chacune de piocher dans ce que je viens de montrer, mais effectivement voilà, c'est une contraception qui ne fasse pas souffrir, qui ne soit pas un poids et qui ne fasse pas chaque année des personnes qui décèdent ou qui finissent handicapées ou qui n'aient plus de libido, etc. Moi c'est ça. Pour moi l'avenir de la contraception c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Toi tu utilises les méthodes naturelles, donc tu utilises la méthode symptothermique. Oui. Comment t'as appris la méthode, comme par curiosité un peu? Comment t'as fait? Est-ce que t'as commencé, tu fais ça en autodidacte? Est-ce que tu t'es formée? T'as pris une conseillère? Comment t'as fait toi pour te lancer? Déjà depuis combien de temps tu pratiques? Et comment t'as fait pour apprendre la méthode? Donc je pratique depuis 2 ans. Donc j'ai arrêté, je l'ai mis en place suite à l'échec de mon DU cuivre. D'accord. Et donc depuis 2 ans, alors moi je fais la méthode symptothermique de l'école Symptotherme, une école suisse, qui propose du coup un manuel en ligne gratuit. Du coup, je me suis auto-formée en autodidacte avec ce manuel et avec une conseillère que j'ai eue pendant 6 mois. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien avec ce Symptotherme, c'est qu'ils ont une application en ligne qui va avec la méthode, qui permet, plutôt que d'être au papier, au crayon, de tout rentrer dans une application. Et c'est vrai que c'est plus facile. Moi, en plus, qui suis souvent en déplacement, ça m'arrangeait. Donc, je me suis formée comme ça, en autodidacte, avec vraiment juste... je faisais appel à ma conseillère quand j'en avais besoin. J'ai trouvé ça finalement assez facile à intégrer dans ma routine. Aujourd'hui, ça me prend, donc ça fait 2 ans que je le fais, j'ai eu aucun échec, tout se passe très bien, ça me prend 30 secondes par jour, 15 jours par mois, pour la prise de température et pour l'analyse de la glaire cervicale, et je couple aussi le col de l'utérus. J'essaye vraiment d'avoir un truc hyper efficace, et du coup je me connais super bien. Alors j'ai la chance d'avoir des cycles réguliers, donc c'est vrai que c'est plutôt facile. Et voilà, c'est vrai qu'avec l'application et tout, c'était plutôt bien. Et je recommande en symptothermie pour toutes celles qui veulent
de la symptothermie détachée de principes religieux ou idéologiques, parce que c'est pas toujours le cas. Il y a Sensiplan, ce sont des Belges qui font un manuel qui est très très bien et des formations qui sont très très bien. Et c'est un outil totalement neutre, c'est vraiment une contraception classique. Celle que j'ai faite, donc Symptotherm, qui est suisse, avec l'application qui est pas mal en plus. Et l'application a été classée, c'est la meilleure parmi toutes les applications de contraception qui existent, notamment Natural Cycles et compagnie. C'est la première des applications francophones. Elle est hyper efficace, donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est fiable, ouais. Et après il y a des formations, mais bon, moi je suis spécialiste de la santé des femmes, c'est un sujet qui m'intéresse. Je suis en couple depuis 9 ans, donc si c'est une très très jeune femme qui s'y met, qui a des cycles irréguliers, donc une autre situation, je conseillerais dans l'idéal quand même de faire une formation où vous y allez, c'est en couple ou toute seule pendant une journée, parce que c'est pas du luxe quand même, et voilà, ça coûte de 150, 200 euros, mais ça vous permet d'être vraiment sûr de vous derrière, quoi. C'est ça, et puis de prendre un suivi comme tu as fait, ça permet aussi d'être sûr de nos observations avant de se lancer dans le grand bain. Et toi, t'as pris combien de temps pour intégrer la méthode dans ta vie, on va dire? Ça s'est fait assez rapidement? Oui, ça, on va dire, j'ai un peu comme toutes les filles qui s'y mettent, il y a toujours les 6 premiers mois où en fait alors moi en plus j'ai fait la warrior dès le début, j'ai pas mis de préservatif, je me suis fait confiance dès le début, mais parce que c'était pas un drame si je tombais enceinte, donc voilà. Et du coup je suis jamais tombée enceinte, preuve que vraiment mais normalement on conseille les 6 premiers mois dans tous les cas de se protéger à chaque rapport, parce que effectivement il y a quand même des subtilités, des fois on a un petit cycle qui est perturbé le lendemain du jour de l'an parce qu'on a trop bu ou autre. Et du coup, on s'est dit, ah tiens, ça, j'avais pas vu, j'avais pas bien compris que c'était comme ça. Et c'est quand même bien de prendre le temps. Mais non, aujourd'hui, voilà, ça me prend très peu de temps. Et j'ai mis, il y a les 3 premiers mois qui étaient un peu, où tu lis le manuel, tu reviens tout le temps. T'as des doutes, t'es pas trop sûr, puis après, tu te fais la main, quoi. Mais aujourd'hui, je dépense rien pour ma contraception, hormis pour les préservatifs et autres. Je suis sereine, j'ai aucun effet secondaire, ni moi, ni mon compagnon, on pollue pas, tout va bien, quoi. Tu sais où t'en es dans ton cycle, t'as appris sur toi, j'aurais vraiment aimé qu'on m'en parle avant. Ce qui m'a gênée, c'est que ce soit moi qui ai dû aller chercher cette solution. C'est ça. Parce que, échec de la pilule, échec du stérilet, marre des souffrances, et donc, voilà. T'as découvert ça comment? Du coup sur internet en fait, par des consoeurs, notamment journalistes qui sont dans le domaine de la santé des femmes, du naturel, et du coup j'avais entendu un peu parler de ça. Alors au début je regardais ça avec circonspection, un peu comme tout le monde, quoi, mais oui c'est quoi, bon j'y suis allée prudemment, et puis comme je faisais mon enquête, après j'ai fait mon enquête, j'avais vu que c'était très efficace et que il n'y a aucune justification à dire que c'est pas efficace, puisque c'est scientifiquement prouvé, il y a quand même eu pas mal d'études. Bon, voilà, et je me suis lancée, et c'est ce que j'appelle dans le livre, je suis sortie de la caverne de Platon. Ce que je disais, où en fait, la caverne de Platon, voilà, on reste dans une caverne en croyant qu'il n'y a pas de monde extérieur avec de la lumière, que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, que c'est un mythe. Et nous, avec la pilule et les contraceptions hormonales, on ne croit pas possible qu'on puisse avoir une contraception efficace sans aucun effet secondaire. On n'y croit pas. Pour nous, on a encore besoin d'un médicament, d'un truc un peu fort, parce que sinon, c'est pas une vraie contraception. En fait, si, ça existe, et ça permet de faire avec votre corps et non pas contre, parce que dès qu'on va finalement essayer d'enrayer un phénomène physique qui est quand même juste hyper puissant, qui est celui de donner la vie, du coup, il y a toujours des effets secondaires, le stérilet du livre, les règles hémorragiques ou les effets secondaires sous pilule, il y a quand même souvent un effet secondaire à un moment ou à un autre. Et là, on n'est pas obligé d'en avoir, il n'y en a pas. Et monsieur prend sa part, puisqu'il met le préservatif 15 jours par mois, il se tient un petit peu au courant, voilà, ça permet de... ce qui est marrant, c'est qu'en fait, t'as commencé la contraception naturelle après, à la suite de ton enquête, finalement. Non, je l'avais commencé avant, si tu veux, mon enquête a fait que de me conforter dans mon choix, parce que j'ai vraiment vu, en enquêtant profondément et en lisant toutes les études sur la symptothermie notamment, que c'était hyper efficace et qu'il n'y avait aucune raison de dire aux femmes que c'est pas efficace. La méthode Ogino, oui, c'est pas efficace, mais la symptothermie moderne, c'est absolument efficace si on le fait bien. Il y a plein d'études qui le prouvent, donc c'est ça. Du coup, pour reprendre un peu notre fil, parce que c'est passionnant pour en parler pendant des heures, je voulais savoir, du coup, à la suite de ton livre, quelles ont été les retombées pour toi,
et de manière générale, et est-ce que tu as déjà remarqué des changements à la suite de ça? Alors ça a mis du temps, parce que c'est vrai qu'en septembre, j'étais quand même... j'étais pas mitigée parce que j'étais moins fière de ce que j'avais fait, je savais ce que j'avançais, pourquoi je faisais cette enquête, mais j'ai été très triste, très peinée de voir que cette parole des femmes, encore une fois, n'était pas entendue. Que, encore une fois, on avait des médecins, souvent des hommes, qui viennent nous dire de manière un peu paternaliste, oui, bon, allez, elles n'ont pas compris, on va à nouveau leur réexpliquer, non, il n'y a aucun souci. Enfin, voilà, au début, je n'étais pas très optimiste. Ça fait 9 mois maintenant que l'enquête est sortie. Il y a eu quand même des légères avancées qui me réjouissent. Donc, la reconnaissance par l'Institut national de veille sanitaire, la validation en quelque sorte de mon calcul sur le nombre de femmes qui décèdent chaque année de la pilule, c'était intéressant de le dire. Il y a eu des échanges de tribunes très intéressants en juin dans Libération. Avec alors, cet échange de tribunes, pour moi, c'est vraiment le symbole de toute la polémique qu'il y a eu autour de mon livre. C'est-à-dire que en septembre 2017, moi j'étais la seule à oser dire publiquement que la pilule c'est pas la panacée, à dénoncer les problèmes sur la santé, sur l'environnement, etc. Et du coup, il y a quand même une parole qui s'est libérée parce que on a vu plein d'articles suite à la sortie de mon livre, même encore aujourd'hui, alors que moi qui ai enquêté depuis déjà quasiment 2 ans avant, il n'y avait rien. C'est-à-dire que je me mettais des Google Alerts, c'était un article qui était publié sur la contraception, la pilule, les hormones, je le recevais. Et j'avais jamais rien. Franchement, c'était une morne pleine. Contraception masculine, n'en parlons même pas. Depuis septembre 2017, la sortie de mon livre, c'est hallucinant le nombre d'articles qu'il y a. Donc déjà, ça bouge, ça part. Ça, c'est bien. Et ces 2 tribunes, alors on avait par exemple la première tribune qui a mis le feu aux poudres, c'était une tribune de 2 gynécologues qui disaient le retour à la nature, nouvelle soumission des femmes. Et je cite juste une phrase qui résume ce qu'ils pensent. Oublions la libération que représentèrent la pilule, la péridurale ou le traitement hormonal de la ménopause. Les Françaises se détournent de ces acquis de la science pour des méthodes naturelles d'un autre âge. Et là, du coup, il y a notamment une journaliste que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Grezard, rue 89. Il y a eu en fait 2 contre-tribunes. Une première dans l'Obs et rue 89, où elles ont dit non mais arrêtez votre délire paternaliste, et une seconde que j'ai signée d'ailleurs, qui a été publiée du coup dans Libération, où on demandait à laisser les femmes tranquilles et laissez-nous nous libérer nous-mêmes. Arrêtez avec vos jugements paternalistes médicaux. Et c'était emblématique de tout ce qui s'est passé. Depuis que mon livre est sorti, il y a eu des BD, il y a eu des productions sur la charge mentale contraceptive, des vidéos, etc. Moi, j'ai parlé du concept des souffrances contraceptives aussi, c'est un terme qui n'existait pas et qui représente pour moi tout ce que prennent les femmes sur leur dos pour assumer la charge contraceptive. Et finalement, en fait, c'est un peu comme avec MeToo, on a eu une libération de la parole qui est lente, qui est diffuse, qui prend son temps, mais on a de plus en plus de femmes qui ont des déclics et qui n'acceptent plus de souffrir pour leur contraception. Et donc, j'espère que tout ça va amener à des changements au niveau politique, au niveau médical, de la recherche, des formations de gynéco sur les méthodes qui existent déjà. Et voilà. Ouais. Oui, comme tu dis, et puis même le fait de faire débat sur le retour au naturel, ça veut juste dire déjà qu'on en entend de plus en plus parler, donc finalement c'est aussi positif, quoi, tu vois. Avant, il y avait rien du tout, c'était même pas, il y avait même pas de discussion, c'était pas un sujet, la contraception, c'est comme ça, et puis c'est tout. Aujourd'hui, on commence à avoir différents points de vue, et régulièrement, on voit des articles qui tombent un peu dans tous les magazines d'ailleurs sur ce sujet-là, donc l'information commence à être diffusée. Le professeur Henri Joyeux, il a dit de ton livre que c'était une bombe, dans le sens, je pense que c'est comme un pavé dans la mare, quelque chose qui allait avoir de retentissement. Comment ton livre a été reçu concrètement par le monde médical? Est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Comme je te le disais, on a eu de tout, puisque j'ai eu des médecins qui très gentiment m'ont écrit en me disant qu'ils avaient beaucoup aimé, mais souvent ils me disaient aussi que c'était courageux d'avoir dit ça, parce que eux, dans leur milieu, ne peuvent pas dire ça. C'est-à-dire que même eux, même la minorité de gynécologues qui savaient déjà un peu ce que je disais dans mon enquête, expliquent que oui, en fait, c'est difficile de le dire parce que, effectivement, comme je l'explique dans le livre, dès la formation médicale, il y a quand même une espèce de mainmise des labos qui par exemple, comment ça se passe au niveau de la formation des médecins. Ils font leurs études, mais en France, ils sont pas tenus de mettre à jour leur savoir.
Et donc, du coup, on a des médecins aujourd'hui qu'on a en cabinet, qui ont un certain âge parfois, qui ne mettent à jour leur savoir que selon leur bon vouloir. Donc, parfois, il y a des médecins, il y en a beaucoup quand même qui n'ont pas le temps, qui ont autre chose à faire, on les comprend, qui vont se former une fois par an dans des congrès de gynécologie obstétrique qui sont organisés par qui? Par des labos ou par des gens en conflit d'intérêt ou qui vont ne leur présenter que des produits, des pilules, des choses qui se vendent, etc. Donc, effectivement, j'ai eu des réflexes, moi, pavloviens, si je les qualifie comme ça. C'est-à-dire que ce soit du côté du corps médical ou de la plupart des gens, on a des réflexes pavloviens de gens qui sont des gynécologues, qui déjà de un ne savent pas ce que c'est un perturbateur endocrinien, n'en ont pas conscience, alors que moi, mon enquête, elle va bien au-delà de la gynécologie. C'est-à-dire que la pilule a été inventée pour être un perturbateur endocrinien, c'en est la définition même. Tous les toxicologues, quand les molécules de la pilule se retrouvent dans les poissons, là, dans l'eau et qu'elles les féminisent, on la qualifie de perturbateur endocrinien. C'est la même qu'on prend, c'est celle que prennent les femmes dans le médicament. Donc il y a des séparations qui sont juridiques, qui sont idéologiques parce que on aime la pilule et qu'on n'a pas envie de taper dessus. Donc les réactions ont été extrêmement violentes parce que j'ai touché à un symbole. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas eu d'arguments ou de failles qui ont été trouvées dans mon enquête. J'ai surtout, j'ai vu des peurs, j'ai vu des réactions épidermiques, des réactions peu argumentées. Donc ça me dérange pas parce que je pense qu'au final, si les femmes veulent que ça bouge, ça bougera. Et ce que je vois bouger du côté des femmes, ça je trouve ça positif, notamment la nouvelle génération dont tu parlais, qui sont des fois bien plus féministes que nous. Enfin, moi j'ai 30 ans, j'en ai croisé certaines dans l'enquête qui me disaient mais attends, mais pourquoi moi j'irais prendre un médicament? Ouais, c'est ça, et c'est génial que ce soit aussi évident en fait. Tu dis enfin. Je dis voilà, moi qui me croyais féministe, comme quoi il y a des jeunes, on leur tape tout le temps dessus en leur disant que ce sont des gros crétins qui ont été. En attendant, les jeunes femmes, elles sont sur des acquis féministes tels qu'elles en arrivent au point où elles peuvent dire non, moi je veux plus souffrir pour ma contraception, et si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Exactement. C'est génial. C'est beau. Et pour les personnes qui diraient que ça constitue un danger de dire aux femmes d'arrêter la pilule, pour moi le danger c'est surtout que les gynécologues ne se forment pas aux méthodes naturelles et répondent pas aux besoins des patientes et du coup sont pas capables de les accompagner là-dedans, parce qu'une femme elle est toujours libre et si elle a besoin elle le fera, et mieux vaut le faire dans les meilleures conditions, accompagner et qu'elle puisse vraiment faire les choses correctement, plutôt que pas vouloir voir ce qui se passe et puis du coup ne plus avoir ces patientes qui viennent ou ne plus pouvoir les suivre parce que de toute manière elles se sentent pas comprises quoi. Les femmes, c'est ce que j'ai souvent dit, les femmes, elles n'ont pas attendu mon livre pour arrêter la pilule, puisque ce qu'on a qualifié de génération no pilule après la sortie de mon livre, et dont je parle dans le livre, on a, comme je le disais tout à l'heure, entre 2000 et 2016, environ 20% de baisse de la consommation de pilules en France. La pilule qui est et reste encore aujourd'hui le premier moyen de contraception. Donc les femmes, elles n'ont pas attendu mon bouquin pour en avoir marre de la pilule. Moi, j'ai juste essayé de faire entendre cette parole et de la donner. Maintenant, de toute façon, quoi que tu dises, sur peu importe le sujet, et surtout d'autant plus quand tu parles de santé, de médicaments ou de choses comme ça, il y aura toujours des gens pour venir critiquer ce que tu as dit, même ça fait partie du jeu. Donc moi, je me formalise pas du tout là-dessus, j'essaye de retenir ce qui est positif et ce qui avancera. Et je donne rendez-vous aux gens dans 20 ou 30 ans, voire dans 5 ans, comme ça me l'a fait avec les violences gynécologiques, où tout le monde me regardait comme ça. De quoi tu parles? Et 4 ans après, oui, c'est normal, on fait tout là-dessus, et puis on se rend compte de ce que vivent les femmes et dont elles ne parlent pas dans les salles d'accouchement, dans les cabinets de gynécologie. Exactement. Oui, c'est ça, faut attendre avec un peu de recul, on verra très bien que ça va remonter tout seul à la surface, quoi. Donc on va bientôt clôturer cette entrevue qui commence ça fait un peu plus d'une heure, hein. on pourrait parler très très longtemps sur ce sujet-là. Quel est le message que tu aimerais faire passer aux femmes aujourd'hui qui regardent cette entrevue, si tu avais vraiment un message important à faire passer? C'est ce que je dis à chaque conférence, c'est vraiment écoutez-vous, osez imposer votre opinion. Vous avez le droit de pas vouloir souffrir pour assumer la charge contraceptive. Et aussi qu'il y a d'autres voies qui sont possibles dès maintenant. Voilà, sachez-le, c'est là. Vous le gardez dans un coin de votre tête et le jour où vous êtes prête, c'est disponible. Vous pouvez sortir de votre caverne de Platon. Alors, c'est pas forcément simple. C'est pas plus simple que ce qu'on a connu. C'est pas plus simple que la pilule. Mais la liberté, c'est rarement un choix simple. Et toutes les femmes que je connaisse qui ont eu ce parcours un peu similaire au mien, on revient pas en arrière.
Donc voilà, sachez que c'est là que c'est possible et vous avez le droit d'imposer votre opinion et d'en avoir marre. Oui, d'avoir même ne serait-ce que juste des migraines tous les jours parce que vous prenez une pilule. Vous avez le droit de penser que c'est anormal. Et ne laissez personne venir vous dire que vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce que c'est ça le féminisme, c'est moi je suis un être humain, j'ai certes des besoins de contraception et autres, mais j'ai aussi des droits. Et j'ai le droit à vouloir conquérir des droits comme l'ont fait nos grands-mères avant. Elles, c'était encore plus horrible, elles ont réussi à conquérir des droits contraceptifs. Et ben nous, aujourd'hui, on affine. On se bat pour qu'il y ait une contraception, oui, efficace, oui, mais sans souffrance, sans pollution, etc. Et moi, je vois pas pourquoi on viendrait nous dire que c'est pas possible. Enfin, voilà, moi, je suis une grande rêveuse et j'ose y croire. Et jusqu'à maintenant, je me suis pas trop trompée sur les sujets que j'ai traités. Je pense qu'on peut y croire et que ça avancera si on le veut. Ouais. Bien d'accord avec toi. Alors maintenant que tu as écrit ce livre et tout ça, et je lis régulièrement tes articles dans Nexus, parce que je suis une fan de Nexus aussi, c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as des nouveaux projets? Est-ce que tu as d'autres combats ou des choses en cours dans ta suite, dans tes projets, dans ta vie professionnelle? T'en es où? Donc, je continue toujours mes enquêtes, mes articles pour Nexus. Par exemple, aussi pour la rentrée, je travaille pour Chic Magazine, qui est un webzine féministe qui fait partie du groupe Les Inrocks, où je prépare des papiers notamment sur, je me pose la question, quand c'est la fin du monde en tant que femme, tu vois, par exemple dans les séries qu'on peut voir actuellement, que ce soit La Servante écarlate, que ce soit The Walking Dead, toutes ces séries un peu post-apocalyptiques, ces dystopies, je me pose souvent la question, tiens, en tant que femme, est-ce que vraiment ça serait ce qu'on nous montre? Est-ce que vraiment on serait violée à tour de rôle? Est-ce qu'on serait obligé d'en revenir à l'homme des cavernes où on est obligé de se mettre sous la protection d'un homme, sinon notre vie est un enfer, on se fait prostituer, etc. Donc ça, je me pose cette question-là dans un article qui paraîtra à la rentrée sur Chic Magazine et qui deviendra peut-être un livre, si j'arrive à le faire, un livre qui se pose la question de développer. Alors, en fait, si tu veux, à force de traiter ces sujets-là, je me suis posé une question. Moi, je m'intéresse beaucoup à la décroissance, c'est-à-dire le fait d'arrêter de consommer sans arrêt, et je m'intéresse à l'effondrement des sociétés, c'est-à-dire on a beaucoup de scientifiques aujourd'hui et de gens qui sont en train de nous dire qu'à cause du climat, à cause du fait qu'on n'ait plus de pétrole, etc., nos sociétés telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui pourraient s'effondrer économiquement, etc., d'ici 2030, 2040, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'on va vers un pic qui peut être suivi d'un effondrement. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais alors en tant que femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de contraception, plus de capote, il y aura plus d'industrie, on accouchera seul chez soi, il y aura plus de protection périodique, etc. Et je veux du coup essayer de développer l'idée d'un féminisme autonome. Un féminisme autonome, c'est un féminisme où à chaque fois, nos droits, tout ce qui touche à notre corps, notre contraception, l'accouchement, il soit entre nos mains et qu'on n'ait pas besoin de choses qui soient produites par l'industrie pharmaceutique, d'hôpitaux où se rendre ou de médecins à qui consulter pour exercer ses droits et qu'on n'ait pas non plus des droits qui dépendent de lois qui sont faites par des hommes avec un grand H ou par des gouvernements qui peuvent changer d'opinion comme on le voit en ce moment du jour au lendemain. Bon, on vous donne le droit à l'IVG, on l'enlève, etc. Moi je me pose la question en tant que féministe, est-ce que l'avenir du féminisme c'est pas cette autonomie-là? Et j'aimerais développer ça dans un livre. Et après, il y a aussi du coup une adaptation en cours de J'arrête la pilule pour un documentaire télé en prime time sur le service public. J'espère vraiment que ça pourra ça serait génial. Se faire, voilà, pour toucher un plus large public. Et J'arrête la pilule sort aussi en poche chez J'ai lu en septembre 2019, en janvier 2019. Donc, toutes les femmes qui n'ont pas pu payer les 20 € de ce gros livre pouvoir le retrouver à 7 € moins cher. Et je continue sur Ça se saurait à faire des billets féministes, à faire toutes mes enquêtes. Enfin, voilà. Bravo en tout cas, que des beaux projets, beaucoup de travail, mais c'est super intéressant. Merci beaucoup de tout ce que tu nous apportes. D'apporter vraiment, d'ouvrir, de mettre de la lumière sur l'ombre et de permettre aux femmes d'avoir de l'information, de leur sortir un peu. Parfois, on n'ose même pas penser à autre chose tellement on est conditionné. Et toi, tu mets en évidence des choses auxquelles on n'aurait même pas songé en fait, remettre en question, quoi.
Donc, merci beaucoup pour ton travail. Merci beaucoup pour cette entrevue parce que tu nous as donné beaucoup d'informations. Je suis sûre que ça va passionner les femmes qui le regarderont parce que au-delà de ça, voilà, on a parlé beaucoup du livre et de ce qu'il y a dedans. Et rien que tout ce qu'on a évoqué, ça permet déjà d'avoir un support, de comprendre un peu mieux les choses et puis de gagner en confiance un peu sur cette autonomie, sur la non-médicalisation de la femme, pour un oui, pour un non. Et c'est beau, c'est super de pouvoir en parler. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Et puis peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'on aura l'occasion de faire d'autres choses ensemble. En tout cas, on suivra ton travail. Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo, de tes projets, de tes blogs et tout ça pour qu'on puisse facilement te retrouver. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. J'espère que vous aurez appris des très belles choses et je vous souhaite de belles découvertes sur votre féminité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle entrevue. Ciao.